Bonjour Okaya. Bonjour Grace. Vous écoutez le podcast Kif Taras qui saute à pieds joints dans les questions raciales en France. Ici, nous explorons sans complexe les effets des inégalités raciales dans notre société, dans une perspective féministe, écologiste et égalitaire dans tous les sens du terme. En 2012, un terroriste tuait des enfants juifs dans une école maternelle. Cette horrible tragédie aurait dû provoquer un sursaut dans le champ antiraciste. Pourtant, la question de l'antisémitisme ne s'est pas imposée parmi les autres thèmes de l'antiracisme de la gauche française. Les chiffres montrent une montée des actes antisémites, tandis qu'une peur croissante s'empare de nos concitoyens et concitoyennes juifs et juives. Et l'extrême droite se saisit opportunément de la situation pour se présenter comme l'allié des juifs et des juives de France. Comment y voir clair et lutter contre l'antisémitisme quand on est juif et foncièrement de gauche ? C'est la question qu'on va poser à notre invité du jour que l'actualité a mis sur le devant de la scène. Salut Jonas Pardo. Salut. Salut Jonas. Tu es militant antiraciste et formateur à la lutte contre l'antisémitisme. Tu viens échanger avec nous au sujet de l'antisémitisme français. Voilà, ça faisait longtemps qu'on voulait t'inviter et l'actualité très très violente a précipité les choses. Dans Kif Taras, on a un rituel. On demande à nos invités s'ils ou elles se positionnent sur le plan racial. Par exemple, Grace est une femme asiatique, moi je suis une femme noire et musulmane. C'est comme ça qu'on est perçu dans le contexte français. Est-ce que tu te situes, toi Jonas, et si oui, comment ? Eh bien oui, je suis juif. De fait de mon histoire familiale, ma mère vient du Maroc. Mon père est d'une famille issue de l'Égypte. Du côté de ma mère, ils ont fui le Maroc au début des années 60 dans un contexte de montée de l'antisémitisme. Du côté de la famille de mon père, ils ont été expulsés en tant que juifs en 56 pendant la crise du canal de Suez. Donc oui, si je suis ici aujourd'hui, c'est lié à cette histoire et au fait que je suis juif, que je viens d'une famille juive. Juif, c'est une identité ethno-religieuse, qui est construite en tout cas par l'histoire. Mais du coup, moi j'ai une question peut-être un peu supplémentaire. Comment tu te situes par rapport à la blanchité ? Eh bien, soit la blanchité est considérée comme une couleur de peau. Dans ce cas-là, je doute qu'on en fasse quelque chose d'intéressant. Soit c'est un rapport social. Et dans ce cas-là, les juifs qui ont été faits race, donc à travers l'histoire et particulièrement au 19e, où il y a la construction historique d'une race juive qu'on appelle la race sémite et qui est opposée à la race aryenne. Et pour qui les antisémites vouent une haine infinie et pensent que le monde serait meilleur en éradiquant donc les sémites. C'est pour ça qu'ils créent ce projet politique de l'antisémitisme. Et donc, à ce moment-là, si on considère que la blanchité a un rapport social, dans ce cas-là, juif est en dehors de ce rapport-là, oui. C'est intéressant du coup parce qu'effectivement, nous on parle de blanchité pas comme d'une couleur de peau, puisque effectivement, sinon ça inclurait aussi des personnes qui sont pas du tout originaires du continent européen, mais vraiment comme un rapport de force. Et est-ce que dans ta construction personnelle, le fait d'être un Français juif, c'est quelque chose qui t'est apparu rapidement, ou est-ce qu'il y a un déclic dans ton parcours ? Avec mon histoire personnelle, c'est difficile à dire. Moi, j'ai vraiment grandi dans la communauté juive marseillaise. J'ai fait un peu d'école publique où il y a eu du rejet, il y a eu de la moquerie, de l'humiliation, même du harcèlement, que ce soit parce que je ne comprenais pas ce que c'était Noël à l'école, parce que je ne mangeais pas de cochon, ce qui heurtait énormément les cantinières et qui le manifestait de manière publique. Voilà, en tant que juif en école publique, on a eu toutes les histoires, la table des 100 porcs, les petites phrases qui fait que, oui, les enfants juifs, dès l'école, en tout cas dans le public, comprennent qu'ils sont mis à l'écart. Et c'est quelque chose qui s'est amplifié. Bon, voilà, c'est mon rapport à l'antisémitisme, mais qui est assez banal finalement, hein. Des blagues sur le pouvoir supposé des juifs et surtout, et à partir du moment où je me politisais à gauche, ce que j'appelle l'injonction géopolitique, donc l'idée que la parole des juifs est conditionnée à leur vision sur le conflit israélo-palestinien. On va évoquer ton parcours de militant de gauche, puisque c'est comme ça aussi que ton travail de formateur contre l'antisémitisme aujourd'hui est positionné. Déjà, juste avant de sauter à pieds joints dedans, pour toi, c'est quoi la gauche et c'est quoi les valeurs ? Parce que comme on va parler de clivage gauche-droite et qu'aujourd'hui le champ politique est assez on va dire flou pour beaucoup de gens, c'est quoi ce qui a conditionné ton engagement ? Eh ben, déjà sur la définition des gauches, je pense qu'on peut parler des gauches au pluriel. Ce que j'entends par là, c'est
Aujourd'hui, dans les gauches politiques, je mets la France insoumise et plus à sa gauche, donc NPA, Lutte ouvrière, mais aussi ce qui sort du cadre de l'action parlementaire républicaine, que ce soit le mouvement squat, l'écologie radicale, l'autonomie politique, le mouvement anarchiste, etc. Donc quand je parle des gauches, je mets tout ça là-dedans. Et par centre-gauche, j'entends donc plus le Parti socialiste, Europe Écologie Les Verts, et le Parti communiste qui aujourd'hui, pour moi, a une partie dans le centre et une partie à gauche. Je le Ouais. simplifie comme ça, en tout cas. Ouais, une partie, on ne sait pas trop où elle est, mais Oui. Oui, elle est oui. ambidextre. Moi, mon parcours, ça a été d'abord vraiment par l'écologie. Et il y a eu un tournant, c'est 2015 avec l'hypercachère, où je voyais que ce n'était pas un sujet, le fait qu'un tueur rentre dans un supermarché et abat 4 personnes juives qui faisaient leurs courses. C'est pas un sujet dans mon camp politique. Et voir, j'entends des expressions de compassion à l'égard des tueurs, du tueur, sur le mode oui, mais vu ce qui se passe en Israël, on comprend qu'il y ait un type qui vienne tuer des juifs en Ça, tu l'as France. entendu? Oui, je l'ai entendu. Ça s'est décliné de manière très différente. Et c'est une analyse problématique de l'antisémitisme aujourd'hui en France. C'est l'idée que les juifs vivraient des violences parce qu'ils sont des ambassadeurs réels ou supposés d'Israël. Et donc on remet la faute sur l'État d'Israël, les institutions juives, voire les juifs. Donc on entend toute une gamme de justifications des violences vécues par les juifs. Ce serait Israël qui serait responsable des violences faites aux Français juifs. Donc il y aurait une légitimité à attaquer les juifs en tant qu'ambassadeurs réels ou supposés. Cette culpabilité, elle peut être remise aussi sur les organisations juives du fait de leur positionnement par rapport à Israël, voire aux juifs eux-mêmes. Et ça, oui, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup dans la gauche, que finalement, les violences que vivraient les juifs, ce ne serait pas de l'antisémitisme, ce serait des actes anticoloniaux plus ou moins légitimés. Et la solution qui est préconisée, ce serait de démanteler Israël pour que les juifs ne vivent pas d'antisémitisme. Donc c'est absolument absurde. Et c'est faux historiquement, puisque l'antisémitisme précède largement la création de l'État d'Israël. Tout à fait. Par ailleurs, Israël, qui est un projet qui naît à la fin du 19e par le mouvement sioniste mondial, est en fait une solution donc nationaliste au problème de l'antisémitisme. Donc ça veut bien dire que le problème était là. Et de la même manière, là, on a parlé d'une tragédie en 2015 d'hypercachère. Et aussi en 2006, il y a eu le meurtre de Ilan Halimi, un jeune Français juif kidnappé, torturé à mort par 20 personnes qui imaginaient pouvoir tirer une rançon de l'enlèvement d'une personne juive. Donc ça, c'est aussi lié à l'antisémitisme, cette idée qu'il y aurait de l'argent associé aux personnes juives. Et en 2012, il y a aussi une autre tragédie, une école maternelle juive attaquée, et des enfants, dont une petite fille de 3 ans, tuée à bout portant. Donc tous ces événements ne provoquent pas une réflexion profonde sur l'antisémitisme dans le camp politique à gauche. Comment tu expliques le fait qu'aujourd'hui encore, on n'en parle pas de la bonne manière? Alors, en fait, l'antisémitisme a des continuités, des discontinuités. C'est-à-dire, lorsque le gang des barbares kidnappe, torture et assassine Ilan Halimi, ils le font effectivement parce qu'ils croient que les juifs font de l'argent. Il a beau être un vendeur de téléphone portable, sa mère, secrétaire, il pense du fait qu'il est juif qu'il y a une rançon à en tirer. Donc là, on est sur la continuité, donc l'idée que les juifs auraient de l'argent, etc. Mais il y a une discontinuité dans les acteurs. On voit qu'à partir des années 80, ce n'est plus seulement l'extrême droite qui attaque les juifs, l'antisémitisme devient en fait mainstream. C'est de nouveaux acteurs qui attaquent des juifs. Et ça provoque un bug dans la gauche qui n'arrive pas à comprendre que l'antisémitisme est un rapport social systémique et donc qu'il traverse tous les pans de la société, classe supérieure, classe populaire. Ça crée comme un bug. Comment des personnes qui vivent du racisme, qui sont stigmatisées parce qu'elles vivent en banlieue, parce qu'elles sont musulmanes, parce qu'elles sont arabes, comment elles, qui vivent du racisme, pourraient reproduire du racisme? Et c'est ce qui fait qu'il y a une paralysie qu'on a observée à plusieurs moments. Donc pour Ilan Halimi, on a vu un pan de la gauche qui a refusé de marcher pour Ilan Halimi en 2006.
en disant que ce n'était qu'un fait divers et pas un assassinat antisémite. Et en 2012, où il ne s'est littéralement rien passé, où le sentiment de solitude chez les Juifs a été un paroxysme du fait qu'il n'y a pas eu de manifestation de solidarité envers les Juifs après l'attaque de Zaratora. Et est-ce que tu penses que si l'attaque de l'hypercacher n'avait pas été précédée de l'attentat contre Charlie Hebdo, est-ce que tu penses que les gens auraient autant marché en solidarité à ces personnes qui étaient tout simplement en train de faire leurs courses? C'est dur de l'affirmer, mais on a ce sentiment, oui, puisqu'il s'est déjà produit dans l'histoire. On a vu, donc j'ai dit, l'analymie où les Juifs se sentaient seuls, et ils ont marché, mais seuls. Au Zaratora, où il n'y a pas eu de marche. Au Zaratora, donc c'est l'école, À c'est le nom de Toulouse, l'école oui. maternelle à Toulouse, où Mohamed Merah a tué des enfants et un parent. Un papa, ouais. Et puis, on a eu ensuite les assassinats donc, de 2 mamies juives, Sarah Halimi qui est défenestrée et Mireille Knoll qui est poignardée et brûlée plus ou moins vive, où on a vu que des juifs marcher pour eux. Et plus récemment, un monsieur, René Hajjaj, à Lyon, qui a été défenestré aussi. Donc c'est des affaires extrêmement choquantes, puisque ces 3 dernières affaires sont le fait de leurs voisins. Dans le cas de Mireille Knoll et de René Hajjaj, des gens qu'ils connaissaient, qu'ils fréquentaient. Donc il y a quelque chose d'absolument effroyable là-dedans. Et pas de réaction de la société en général, enfin très peu, pas de réaction de la gauche et pas de réaction des antiracistes. Donc ça, oui, c'est des événements assez traumatisants. C'est un trauma ajouté au trauma en réalité. Tu disais que toute la société était traversée par l'antisémitisme, mais c'est la même chose en fait pour toutes les formes de racisme et d'oppression, qu'il s'agisse du sexisme, de l'homophobie, etc. Et c'est vrai que de manière générale, on se rend compte qu'à gauche, on a beaucoup plus de mal à définir les oppressions, que ce soit le sexisme, l'homophobie, toutes les formes de racisme, quand elles viennent de la gauche, que quand elles sont clairement identifiées comme provenant de l'extrême droite. Donc c'est vrai que finalement, l'antisémitisme n'est pas exclu de ce déni. Tout à fait. En fait, après la Shoah, l'antisémitisme est disqualifié socialement et même juridiquement. On ne peut plus se dire antisémite, il ne recouvre plus une connotation positive, comme c'était le cas à partir des années 1890 jusque dans les années 30, où on avait des candidats antisémites, des librairies antisémites, même des marques de bonbons antisémites. C'était quelque chose qui était vraiment montré comme un signe qui était associé à l'épuration, quelque chose de purifié, quoi. Et donc après 45, ce n'est plus le cas. Et l'antisémitisme devient complètement confidentiel dans des petits cercles d'extrême droite. Pour autant, il n'a pas disparu et il s'exprime dès lors de manière cryptée. Donc on ne dit plus les juifs contrôlent le monde, on parle du cosmopolitisme, des élites intellectuelles, de la finance internationale, des mots qui en fait sont des références, et pour comprendre en quoi ils sont problématiques et véhiculent un langage de haine, il faut étudier. Alors, il se trouve que d'autres formes de racisme ne sont pas disqualifiées juridiquement ou socialement. Je pense à l'islamophobie, où aujourd'hui, sur des plateaux télé, on peut dire des horreurs à l'égard de l'islam et des musulmans sans qu'il n'y ait aucune conséquence. Alors, la différence, c'est qu'il n'y a pas la même histoire. En tout cas, il n'y a pas la reconnaissance de la même histoire. Il n'y a pas le même sentiment de culpabilité aussi et de honte peut-être par rapport Tout à fait. à la commission d'un crime déjà qui est survenu sur le sol français et qui a révélé aussi une participation d'une population qui n'était pas en guerre. Enfin, Alors, culpabilité, alors, je suis d'accord avec cette idée. Ça n'a pas la même place, la Shoah, que la colonisation dans le débat public. Mais par rapport à la culpabilité, on voit beaucoup un phénomène depuis les années 2000, hein, mais même avant, qui est la banalisation de la Shoah, finalement. Ça devient une espèce d'étalon-mesure. On peut comparer tout et n'importe quoi avec. Et, voilà, on a Sarkozy qui raconte en 2009 que finalement ceux qui dénoncent les contrôles fiscaux, c'est comme ceux qui dénonçaient des juifs pendant la Shoah. Aucun rapport, bien sûr. On a des gens qui portent des étoiles jaunes parce qu'ils ne peuvent pas aller dans des cafés pendant la pandémie s'ils ne sont pas vaccinés. Tout et n'importe quoi est comparé à la Shoah. Tout peut être dit de génocide. Tout est comparé aux nazis. Macron est comparé à Pétain pendant le mouvement contre le pass sanitaire. Guillaume Meurice compare Netanyahou à un nazi.
Voilà, donc finalement, on parle beaucoup de sacralisation de la Shoah, mais moi j'observe plutôt une banalisation absolue et le caractère sacré que devrait être la vie humaine, le massacre de peuples, etc. Finalement, elle est plus attaquée et en recul que réellement sanctifiée. Les croyances antisémites restent assez présentes malgré tout. Tu parles du fait qu'elles soient cryptées, mais parfois elles sont formulées de manière explicite. Je te propose d'écouter un son. Monsieur Zemmour ne doit pas être antisémite parce qu'il reproduit beaucoup de scénarios culturels. On change rien à la tradition, on bouge pas, la créalisation, mon Dieu, quelle horreur. Et tout ça, ce sont des traditions qui sont beaucoup liées au judaïsme. Donc il y a ça, ses mérites. Hein. Alors, il s'agit de Jean-Luc Mélenchon sur BFM TV en octobre 2021. Donc toi, quelle réaction? Je sais, tout le monde a levé les yeux dans le studio. Non mais j'étais absolument effaré. Cette séquence, elle est incroyable. Je veux dire, il y a le journaliste qui lui demande est-ce que vous pensez comme le grand rabbin que Zemmour est antisémite? Et là, la première chose qu'il dit, c'est non, il n'est pas antisémite. Il est juste juif. Et- C'est ça qu'il a dit en Exactement. gros. Enfin, c'est... et il dit Monsieur Zemmour est raciste, non pas parce qu'il est d'extrême droite, mais parce qu'il est juif. c'est franchement... Donc il y a quelque chose qui déborde chez Jean-Luc Mélenchon, hein, quelque chose qu'il ne peut retenir, un mépris du judaïsme et des juifs. On l'a vu dans de nombreuses séquences qui se sont intensifiées avec le temps et qui ont atteint une apogée incroyable dernièrement. Oui, on a un vrai problème d'antisémitisme par la gauche, oui. Qu'est-ce que tu observes, toi? Tu donnes des formations contre l'antisémitisme auprès d'institutions de gauche, syndicats, partis, médias aussi. J'ai lu dans une de tes interviews que tu parlais beaucoup de méconnaissance, en fait. Qu'est-ce que tu observes comme manque, en termes de manque d'information et de compréhension de l'antisémitisme? Alors, du fait que l'antisémitisme s'exprime souvent de manière cryptée, alors effectivement, des fois, ça déborde, hein, on l'a entendu, du fait qu'il s'exprime de manière cryptée, il faut une certaine culture pour le reconnaître et le comprendre. Par ailleurs, souvent, il s'exprime à travers des narratifs complètement délirants, comme on le voit dans le complotisme. Donc, on a plutôt envie de rire par rapport à certains narratifs ou de les disqualifier puisqu'ils sont loufoques, dingos, etc. Alors qu'en réalité, ce sont des discours qui peuvent provoquer des passages à l'acte. Ou des exclusions, des humiliations, donc de l'antisémitisme bien réel. Et donc pour reconnaître l'antisémitisme, il faut une certaine culture. Il faut reprendre la longue histoire d'accusations faites aux Juifs. D'abord la thèse du peuple déicide, l'idée que les Juifs seraient coupables collectivement de la mort de Jésus. Et que par cela, ils sont des traîtres, que lors de la dénonciation de Jésus par Judas, c'était la question pécuniaire qui était mise en avant. C'est là que se crée cette idée que les Juifs ont un rapport particulier à l'argent. Donc ça, c'est toute une histoire qui est liée à l'expansion du christianisme et qui va s'accompagner de nombreuses autres accusations. L'accusation de crime rituel, l'idée que les Juifs kidnappent et assassinent des enfants. Et il faut cette culture pour pouvoir reconnaître l'antisémitisme aujourd'hui. Et à gauche, on a plutôt tendance déjà, tout ce qu'on identifie lié à l'histoire des religions, parce que la judéité n'est pas qu'une histoire de religion, on ne peut pas le résumer à ça, mais tout ce qui est identifié à la religion est vu comme une bigoterie inintéressante. Alors que pourtant, je pense que l'histoire des religions est absolument fondamentale pour comprendre la société aujourd'hui et apaiser les tensions de plus en plus inquiétantes. Alors, on va écouter un autre son qui montre aussi la manière dont on perçoit l'antisémitisme aujourd'hui. L'antisémitisme, la haine du juif, pour reprendre le titre du livre de notre premier invité, l'historien et académicien Pascal Horry, est en réalité en constante décrue. D'après les enquêtes au long cours de la CNCDH, la Commission nationale consultative des droits de l'homme, et son indice de tolérance. L'antisémitisme atavique d'une partie du monde catholique et au-delà de la société française, jusqu'à la libération, a quasiment disparu. Seule une poignée d'extrémistes de droite le sont
encore, et il y a quelques années, Jean-Marie Le Pen, leader d'un grand parti d'envergure nationale, avait du mal à dissimuler son penchant maréchaliste et l'antisémitisme classique qui va avec. Mais aujourd'hui, dans un contexte de reflux général de l'antisémitisme, des bulles de haine des Juifs réapparaissent. Une autre source classique de l'antisémitisme reste active. Il s'agit du troisième monothéisme dans l'ordre d'apparition. L'islam charrie encore, parmi certains de ses membres, une forme d'antisémitisme. Le monde musulman n'est pas responsable de la Shoah et se sent solidaire des Palestiniens. Voilà la grande différence avec le monde chrétien. Les stéréotypes anti-juifs ont la peau dure auprès d'une partie de la population des pays arabo-musulmans, mais aussi en France. Alors, il y a beaucoup de choses. J'aimerais bien avoir tes impressions là-dessus. C'était Thomas Legrand sur France Inter dans Enquête de politique en novembre 2023. Alors oui, il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de problèmes. Le premier, c'est l'idée que l'antisémitisme serait en recul. Donc, il s'appuie sur les chiffres de la CNCDH pour le dire, mais seulement les études d'opinion, c'est-à-dire des sondages qui sont réalisés de manière continue depuis des dizaines d'années, et on observe effectivement dans le test aux préjugés, on demande aux gens pensez-vous que les Juifs ont un rapport particulier à l'argent? Pensez-vous que les Juifs sont particulièrement solidaires entre eux? Pensez-vous que les Juifs contrôlent les médias? Bref, ce genre de préjugés. Et à partir de là, on en tire des statistiques et on constate effectivement que qu'au fur et à mesure des années, l'adhésion aux préjugés antisémites est en recul. D'ailleurs, il faut préciser que c'est le cas pour tous les racismes, à l'exception de l'antiziganisme, qui, lui, ne recule pas dans les tests des opinions. Mais ce n'est que les opinions. On voit dans les actes que depuis les années 2000, tous les racismes sont en augmentation affligeante, et dont l'antisémitisme qui ne fait qu'augmenter. On a vu dans le mois dernier 1500 actes antisémites, donc 1500 dépôts de plainte pour des actes antisémites, ce qui correspond à 4 années normales, entre guillemets, puisqu'on est plutôt autour de 400 actes antisémites à l'année depuis les années 2000. Donc c'est absolument affligeant d'entendre ce monsieur raconter que l'antisémitisme recule. Il faut comprendre que l'antisémitisme, ce n'est pas simplement des préjugés comme ça flottants. C'est une structure mentale qui est ancrée, une façon de voir le monde, c'est une vision du monde. Et à travers ce constat, le fait que les opinions sont en baisse, mais les actes sont en augmentation, se désigne un paradoxe. Donc on peut en déduire qu'il y a une minorité qui se radicalise, si on se fie aux chiffres étudiés. Et à cela, il y a des modèles explicatifs différents selon les groupes politiques. Donc, ce monsieur... Oui, c'est un journaliste, Thomas Legrand. Ouais. Voilà, C'est Thomas Legrand. Je pense qu'il fait écho à des choses... Enfin, c'est pas lui en particulier, c'est vraiment des choses qui sont très partagées. Tout à fait. Ouais. Donc, Thomas Legrand, en fait, propose le modèle explicatif qui s'appelle la thèse du nouvel antisémitisme, qui a été synthétisé dans un manifeste contre le nouvel antisémitisme, écrit par Philippe Val, et qui est partagé par un cercle politique qui va du printemps républicain, donc la droite du Parti socialiste, jusqu'aux extrêmes droites, et qui postule plusieurs choses. La première, selon eux, il y aurait une rupture historique dans l'antisémitisme. L'ancien ne serait pas le nouvel antisémitisme, d'après eux. Pour eux, ce seraient les musulmans, donc c'est ça qu'on entend, qui seraient les vecteurs de l'antisémitisme. Bon, il y a plusieurs problèmes. Déjà, je pense que l'histoire est faite de continuité et de discontinuité. On ne peut pas, d'un coup, tout ne change pas comme ça. On provient de quelque part, on hérite de structures sociales du passé. Ça ne marche pas comme ça. On le voit très bien que l'ancienne, entre guillemets, antisémitisme n'a pas disparu. On voit tout à fait l'extrême droite antisémite exploser en ce moment, que ce soit à travers les actes de néo-nazis, à travers les accusations de grands remplacements, à travers aussi des paniques morales comme l'anti-wokisme, qui sont en fait des reprises d'accusations faites aux juifs, notamment celle de l'accusation de marxisme culturel, l'idée que des juifs réunis dans l'école de Francfort aux États-Unis se servirait de la lutte contre l'autoritarisme ou la lutte contre les discriminations pour
bouleverser, déstabiliser les cultures occidentales. C'est un peu ce qu'on avait vu avec la une de Valeurs Actuelles, Tout à avec fait. George Soros. Je ne sais plus qui d'autre était dessus, mais c'était des figures juives. Et en fait, l'idée, c'était que ces personnes utilisaient leur influence pour transformer les mentalités. Donc, c'est quelque chose qui est Exactement. présent dans l'extrême droite encore aujourd'hui. Et il me semble qu'il y a un député RN qui avait une librairie, je ne sais pas si la librairie était antisémite. Négationniste. Ouais, c'est ça. Donc, enfin, je veux dire, c'est au cœur de la République. C'est pas quelque chose de périphérique, qui est le fait de groupuscules. Tout à fait. Et d'ailleurs, le RN, quand elle crée une association contre le wokisme en 2021, il y a quand même un antisémitisme qui déborde aussi à travers cela. Et effectivement, dans les unes de Valeurs Actuelles, on voit écrit des unes qui reviennent. George Soros, financier de l'immigration, financier de l'islamisme. Donc l'idée que derrière les attentats, derrière l'immigration, il y aurait les juifs qui voudraient bouleverser, déstabiliser les nations. Et ça, c'est une accusation qui est vieille du 19e siècle et qui est consubstantielle à l'extrême droite. L'idée que ce sont des agents étrangers infiltrés à l'intérieur du pays qui sont là pour œuvrer à déstabiliser et créer le chaos à l'intérieur. Donc ça, c'est la première chose, le premier problème dans la thèse du nouvel antisémitisme, c'est que s'il y a un nouveau, l'ancien n'a pas disparu. Donc voilà. Le deuxième, c'est la stigmatisation de population. Moi, je dis, quand on parle d'antisémitisme, il faut discerner deux choses. Il y a l'idéologie et il y a les acteurs. Sur les acteurs, je ne pourrais me prononcer car ils sont plus ou moins identifiés. Je me pose juste la question, à quoi sert de racialiser les racialisateurs? À quoi sert de se focaliser sur l'identité de ceux qui font les actes? Moi, ce que je combats, c'est l'antisémitisme et les antisémites, d'où qu'ils viennent, qui qu'ils soient. Peu m'importe qu'ils soient chrétiens, musulmans ou même juifs, car Éric Zemmour est un juif antisémite. Hein, et donc, je me fiche pas mal de cela. Et donc, dans ce manifeste, ils appellent à réécrire le Coran en pensant que cela sera une mesure qui changera quelque chose. Pour autant, il faut le dire, et malheureusement, c'est un discours qui est absorbé par ce camp-là. On voit émerger depuis les années 50 donc, le djihadisme, donc une vision du monde fasciste basée sur une lecture régressive de l'islam et qui, effectivement, on a eu des attaques djihadistes antisémites, donc avec l'attaque à Ozar Hatorah et à l'hypercacher, de manière claire et de manière moins claire. Il y a quelque chose qui se joue là-dedans, dans le meurtre de Sarah Halimi, même s'il y a une question de folie qui est intriquée. Voilà. Donc ça, c'est le modèle vraiment, la thèse du nouvel antisémitisme qui jette vraiment le soupçon sur les musulmans en dessinant un continuum entre le djihadiste et le jeune de banlieue et qui vient vraiment répandre une suspicion auprès des musulmans en disant vous êtes tous complices, quoi, vous les musulmans. Donc on a un gros problème avec ça qui est lié à la question des concurrences des mémoires, concurrence antiraciste, concurrence des souffrances, etc. Puisque tout à la fois, le manifeste contre l'antisémitisme nie la réalité de l'islamophobie. Donc c'est vraiment mettre de l'huile sur le feu pour que des communautés se détestent. Et à gauche, j'en ai déjà parlé, je ne vais pas trop revenir dessus, on a une espèce de modèle en réaction que j'appelle la thèse de la substitution à du ricochet, qui dit quelque part de la même manière que Thomas Legrand, l'antisémitisme est en recul, voire il a pratiquement disparu. On le lit chez Enzo Traverso, ou chez les indigènes, ou encore chez l'Union des Juifs français pour la paix, qui dit l'antisémitisme a disparu et c'est l'islamophobie qui l'aurait remplacé. Alors, non seulement l'antisémitisme n'a pas disparu, mais il est en augmentation comme tous les racismes, et les racismes ne s'annulent pas les uns les autres dans un jeu de vases communicants absurde, ils s'ajoutent les uns aux autres. Donc c'est ça que j'appelle substitution. L'islamophobie aurait remplacé l'antisémitisme, et le ricochet, j'en ai déjà parlé, l'idée que finalement les violences vécues par les juifs ne seraient pas de l'antisémitisme, ce serait simplement à cause d'Israël. Justement, à propos de ça, on va y venir, parce que c'est quand même ce qui fait qu'on a décidé de t'inviter un petit peu plus tôt que prévu. L'attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre 2023 t'a choqué, notamment du fait des réactions à gauche. Est-ce que tu pourrais nous dire ce qui t'a frappé? Et je vais te poser une autre question qui est un peu délicate, mais comme ça a eu des répercussions assez fortes dans l'opinion française et sur la vie des Juifs de France, est-ce que tu penses qu'il est possible, dans le débat public, de séparer ce qui se passe au Proche-Orient de la condition des Juifs de France, étant donné l'incidence que ça a?
Le 7 octobre, donc on a des combattants du Hamas qui pénètrent le territoire israélien et ils ne s'attaquent pas ni aux infrastructures militaires, ni aux colons. Ils ne réquisitionnent pas de matériel, que ce soit des ressources pour améliorer le sort des Gazaouis ou des armes pour la résistance armée. Ils n'occupent pas de postes stratégiques. Ils n'étendent pas le périmètre de vie des Gazaouis encerclés, enfermés. Le seul mot d'ordre qui semble lier les attaques de la Rave Party et celles des kibboutz, c'est de tuer le plus de juifs possible. Et non seulement ils tuent, mais ils filment et ils mettent en scène. Ils envoient aux familles des victimes, ils envoient aux médias des vidéos d'une horreur absolue, puisqu'on y voit des tortures, on y voit des bûchers. Et cela a une conséquence pour tous les juifs du monde, c'est de réactiver une mémoire qu'on pensait absolument enfouie, celle des pogroms, celle des bûchers, celle des viols, des crimes sexuels de masse. Et ça a un effet de terreur sur tous les juifs du monde. Depuis le 7 octobre, on ne dort pas. On est plusieurs à voir des images de morts qui défilent en continu, en la journée, la nuit, de la désorientation, de la nausée, bref. Et à gauche, il y a un déni de ce fait-là. On a vu des gens se réjouir des atrocités commises en qualifiant cela de résistance légitime. Alors, donc, il y a effectivement un cauchemar dans le cauchemar, déjà d'apprendre ce qui s'est passé là-bas, et ensuite de voir que certains confondent le fascisme avec un mouvement d'émancipation. Et il y a quelque chose qui relève de la terreur pour moi, juif de gauche, et quelque chose qui vraiment a impacté de manière extrêmement brutale tous les juifs à gauche. Et c'est ce qui fait qu'il y a eu un besoin de se réunir de manière presque vitale, je dirais. Et c'est ça qui explique le succès absolument incroyable du collectif Golem. Donc c'est un nouveau collectif que tu as contribué à créer. C'est ça qui s'est créé pour venir à la marche pour le 12 novembre. Donc la marche du 12 novembre contre l'antisémitisme. Contre l'antisémitisme, puisque pour les juifs que nous sommes, il était impossible de ne pas nous tenir ensemble pendant une journée. Donc on a eu cet appel lancé par Yael Braun-Pivet et Gérard Larcher, présidente de l'Assemblée nationale et présidente du Sénat, qui appelait à une grande marche civique contre l'antisémitisme et pour les valeurs de la République. Donc pour nous, ça, c'est un problème. On voit comment la lutte contre l'antisémitisme a été vidée de son contenu concret. Je veux dire, non, la lutte contre l'antisémitisme, ce n'est pas la défense des valeurs de la République, qui a un contenu creux derrière lequel on peut mettre tout et n'importe quoi. Je veux dire, la suppression de l'aide médicale d'État, c'est les valeurs de la République selon Renaissance. Une certaine suppression du droit du sol. Naël, ça, c'est ça, les valeurs de la République pour eux. C'est pas mes valeurs en tout cas. Bref, non, la lutte contre l'antisémitisme, c'est la défense de personnes, de leur chair, de leur psyché. C'est quelque chose de concret. C'est des vies, c'est des gens. Donc ça c'est quand même un premier problème. Et du fait que la lutte contre l'antisémitisme est devenue une espèce de contenant creux derrière lequel on peut mettre n'importe quoi, un consensus moral absolu, mais qui n'est suivi d'aucune mesure, c'est ça qui fait que le Rassemblement national peut s'y inviter. Et donc il y avait effectivement un malaise que je comprends absolument à marcher avec des pires racistes et antisémites pour le coup. Donc il y avait absolument un malaise. Oui, il y a des gens à gauche qui n'ont pas voulu manifester parce qu'ils considéraient que la présence du Rassemblement national n'était pas acceptable. Alors sur les individus, je le comprends totalement. Par ailleurs, il faut aussi comprendre quelque chose, je pense qu'il faut dire, c'est que les Juifs ont un rapport à la République particulier qui date de la Révolution française, puisque c'est le premier pays au monde, c'est l'avènement de la République française qui a fait que les Juifs ont eu le droit d'habiter quelque part. Ils étaient reconnus citoyens. Et il y a quelque chose qui s'est construit à travers un modèle qu'on appelle l'israélitisme, la naissance des consistoires sous Napoléon. Bon, c'est une histoire compliquée, j'y reviens pas tout de suite, mais
il y a une espèce de sentiment de dette éternelle envers la République auprès des Juifs. Alors qu'auprès d'autres populations, et je pense noirs et arabes beaucoup, la République sonne vraiment comme un son raciste en réalité. Il est associé aux forces de police républicaines, au contrôle aux faciès, à la colonisation. Et donc il y a quelque chose, même de manière inconsciente, qui fait qu'il y a déjà une mise en opposition entre deux narratifs et qui fait que des gens ont une aversion que je comprends absolument pour marcher dans un appel qui se veut de défense des valeurs de la République. Alors ça, c'est les individus. Je n'ai pas le même discours à propos des partis politiques. Ceux de la gauche, et je vise notamment la France insoumise, ou en tout cas une partie de la France insoumise, qui a refusé de marcher contre l'antisémitisme, c'était un coup qu'elle avait déjà joué auparavant. Ilan Halimi, la LCR et le MRAP avaient refusé de marcher contre l'antisémitisme. Il n'y a rien eu entre-temps. Alors, de la part des gauches qui ont complètement abandonné la lutte contre l'antisémitisme, je leur dis, c'est la honte en réalité. Et le Rassemblement national peut s'y inviter à cause de vous. C'est à cause du fait qu'il n'y a aucune mesure, aucune prise en charge de la lutte contre l'antisémitisme par les partis de gauche que l'extrême droite peut s'y mener. On ne peut pas conditionner cette lutte contre l'antisémitisme à ce qui se passe au Proche-Orient. Et donc, le discours antiraciste doit être décolonial. Donc ça, c'est quelque chose qu'on partage. C'est souvent ce qu'on invoque pour parler de la situation de la Palestine, qualifiée d'apartheid par Amnesty International. Donc comment, à ton avis, un collectif antiraciste doit se positionner sur cette question? Est-ce que la France doit être considérée comme une bulle? Enfin, ça, c'est une question rhétorique, donc je te laisse répondre. Alors, la première chose, c'est que pour moi, un antiracisme est politique quand il s'attache à défendre les gens pour ce quoi ils sont attaqués. Quand Finkielkraut, avec vraiment qui est un personnage que je n'apprécie pas du tout, est attaqué en tant que juif, je le défendrai. Mais de la même manière que si Marine Le Pen est attaquée, reçoit des attaques sexistes, on la défend. On défend le principe de défendre les femmes. Après, Bien on sûr. n'est pas du tout d'accord avec elle. Mais ça, c'est inhérent à ce Bien qu'on veut, sûr. voilà. Alors, un juif, quelles que soient ses opinions sur la géopolitique, doit être défendu. Alors voilà, moi, je me suis jamais défini comme sioniste parce que je ne sais pas vraiment ce que ça veut dire en 2023, mais je ne pense pas que sionisme est une insulte. Sioniste, qu'est-ce que ça veut dire? Les juifs qui se disent sionistes disent les juifs ont droit d'avoir un État. À ce titre-là, et quelle que soit leur opinion sur cet État, on a vu beaucoup d'ailleurs les sionistes se mobiliser contre la venue de Smotrich, donc un ministre israélien venir à Paris. C'était les sionistes de gauche qui venaient manifester contre lui. Donc chez les sionistes, il y a des gens qui sont opposés à la politique du gouvernement, de la coalition d'extrême droite de Netanyahou. Il y en a qui sont pour, mais j'ai envie de dire peu importe. Ils n'ont pas à être attaqués en tant que juifs. Et c'est pareil pour les musulmans, etc. Quelles que soient leurs opinions sur la géopolitique ou même leur vue de la société, ils n'ont pas à être attaqués en tant que musulmans. Ça, c'est la première chose à voir. La deuxième, c'est on voit en fait dans les actes antisémites, depuis les années 2000, on est à peu près sur une année entre guillemets normale, c'est 400 dépôts de plainte enregistrés par an. Et il y a des années où il y a des pics. Il y a 3 cas. Ces pics, on les constate dans 3 cas. Alors, le premier et les plus importants, c'est à chaque explosion de violence au Moyen-Orient correspond une explosion des actes antisémites ici. Donc ça, c'est lié à ce que je racontais tout à l'heure, l'injection géopolitique, c'est-à-dire que les juifs français sont tenus pour responsables de la politique au Moyen-Orient. Et en fait, ça fonctionne de manière un peu similaire avec l'islamophobie. On a vu, après l'attaque de Charlie Hebdo, et toutes les sorties islamophobes débridées qui sont exprimées publiquement, on a vu un pic d'actes islamophobes en France. Donc, oui, il y a une corrélation entre événements politiques et montée du racisme. Il y a une corrélation entre expression des discours antisémites et actes antisémites. Donc ça, c'est le premier cas. Explosion de violence au Moyen-Orient correspond explosion d'actes antisémites en France. Le deuxième, c'est ce que j'appelle l'effet activiste, c'est-à-dire qu'après des actes antisémites particulièrement violents, on voit qu'il y a une excitation des antisémites qui, eux, passent à l'acte. Par exemple, après Ozar Hatorah, dans la période de 10 jours qui a succédé à Ozar Hatorah, on a vu une centaine d'actes antisémites se déclencher. Enfin voilà, et d'ailleurs, il faut le dire, les actes antisémites ont augmenté le 7 octobre, donc c'est-à-dire avant que Israël commence à bombarder Gaza. Donc dès le 7 octobre, les antisémites se sont sentis pousser des ailes.
Et le troisième cas, quand même, qu'il faut préciser et qu'il faut dire, c'est lorsque des mouvements sociaux qui sont soit organisés, soit rejoints massivement par l'extrême droite, on observe des pics importants d'antisémitisme. C'était le cas pour la journée jour de colère organisée par l'extrême droite en 2014, si je me souviens bien, le mouvement des Gilets jaunes, le mouvement contre le pass sanitaire. Et pourtant, ces mouvements-là, que ce soit les gilets jaunes et le contre le pass sanitaire, c'est pas des mouvements dont le mot d'ordre est lié d'une manière ou d'une autre à l'antisémitisme au départ, quoi. C'est des mouvements sociaux, ce sont des mouvements sociaux. Ce sont des mouvements sociaux, mais lorsqu'ils sont rejoints ou organisés par l'extrême droite, diffusent une vision du monde qui a quelque chose à voir avec l'antisémitisme. Et pendant la pandémie, on l'a vu de manière absolue, où les Juifs ont été accusés soit d'inventer la pandémie pour répandre la peur et imposer une domination. Il y avait les Juifs et les Chinois aussi. Et oui, tout à fait. Hein, là, je parle vraiment d'antisémitisme, mais il y avait aussi... C'est une coalition très intéressante. Non, mais c'est clair. Mais je pourrais pas en parler du racisme anti-asiatique, mais effectivement, c'était important hein, comme phénomène. Mais en tout cas, voilà, les Juifs étaient accusés soit d'inventer la pandémie, soit de diffuser le virus pour vendre des vaccins. Bref, il y a eu tout un ensemble de théories complotistes et qui correspondent effectivement à une vision du monde, quoi. Sur ce point-là, j'aimerais juste citer le travail d'un chercheur qui s'appelle Reza Zia Ebrahimi, qui met dans le même, qui analyse en fait ce que tu viens de décrire. Il met ça sous le terme racisme conspiratoire. Donc il y a à la fois le racisme anti-asiatique et l'antisémitisme, parce qu'il y aurait cette idée que le complotisme serait l'œuvre de ces populations-là, en fait. On a vu que des collectifs juifs, décoloniaux ou révolutionnaires avaient pris position sur la question de la décolonisation de la Palestine, l'apartheid qui se déroule en Palestine est documenté par des ONG, le fait que ce soit une prison à ciel ouvert et le fait que la rétorsion après les massacres du 7 octobre soit vraiment horrible en fait, et vraiment en termes de nombre. Et on a vu des collectifs français prendre position, et parce que des coloniaux, et c'est vrai que les militants antiracistes français qui n'ont rien à voir avec le Proche-Orient ont pris position, c'est mon cas par exemple. Et du coup, la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on peut séparer son identité antiraciste du fait d'être horrifié, de prendre position en ce moment sur ce qui se passe en Palestine, mais comme on peut le faire pour d'autres populations qui sont victimes de l'oppression coloniale ou postcoloniale. Bon, la première chose à dire, c'est que les Palestiniens ont absolument besoin de soutien, c'est évident. Il n'est pas question de taire ou de minimiser les effets de la colonisation en Cisjordanie, du traitement des Palestiniens de Gaza, la condition absolument affreuse des réfugiés, et encore deux autres problèmes, la situation des Palestiniens à Jérusalem et des Arabes israéliens qui sont relégués à un statut de citoyens de seconde zone par un ensemble de mesures, etc. Donc ça, c'est la première chose. Mais lorsqu'on formule cette critique, il faut savoir comment différencier la critique légitime des politiques israéliennes de ce que j'appelle la diabolisation d'une entité imaginaire répulsive. Et pour cela, il faut déjà connaître la longue histoire des accusations faites aux Juifs pour ne pas, dans son langage, consciemment ou inconsciemment, faire des accusations aux Israéliens ou aux sionistes qui, en fait, empruntent à l'histoire de l'antisémitisme. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est il faut préciser. Moi, il me semble qu'il y a quelque chose d'important quand on veut intervenir sur le conflit israélo-palestinien, c'est de préciser quelle vision on a sur la présence juive au Moyen-Orient. Ou bien on dit il faut la paix et une coexistence pacifique, et quelles que soient les modalités, on peut en discuter. Un État, deux États, peu importe. Ça ne m'intéresse pas tellement de rentrer dans ce débat maintenant, mais en soi, il n'y a aucun problème avec ça. En tout cas, d'un point de vue de l'antisémitisme. Mais lorsqu'on dit les Juifs, leur présence est illégitime au Moyen-Orient, là, on a un problème avec l'antisémitisme. Et avec l'histoire. Et avec l'histoire, tout à fait. Puisque si Israël n'a pas le droit d'exister, si on considère que dès le début, le sionisme est un mouvement illégitime, etc., dans ce cas-là, que fait-on des Juifs qui ne pouvaient aller nulle part avant la Shoah, pendant la Shoah et après la Shoah, puisqu'ils ne pouvaient pas rentrer chez eux, c'était impossible. On parle de centaines de milliers de Juifs. Qu'est-ce qu'on fait du million de Juifs qui a été soit expulsé, soit fui les pays arabes dans les années 50 et 60 et qui n'avaient nulle part où aller, sauf Israël? Et que fait-on des 2 millions de Juifs russes qui ont été accueillis par Israël au moment où le bloc soviétique s'est démantelé et qui sont partis suite à des décennies d'antisémitisme soviétique
intense. Et que fait-on des juifs ukrainiens et français, etc., qui vivent l'antisémitisme? En fait, on ne peut pas intervenir sur le conflit israélo-palestinien si on ne considère pas que Israël est un État refuge pour les juifs. Et ça, c'est quelque chose d'important à comprendre. Et dire cela, ce n'est pas minimiser ou réduire l'histoire horrible que les Palestiniens ont vécue depuis la Nakba jusqu'à la colonisation de la Cisjordanie en 67, jusqu'au massacre de civils perpétrés par les gouvernements Netanyahou successifs, etc. Et dire les Juifs ont le droit d'habiter quelque part sur cette planète, ce n'est pas être anti-palestinien. Merci beaucoup Jonas Pardo, c'est la fin de ce numéro de Kif Taras. On peut te retrouver dans tes formations à la lutte contre l'antisémitisme, aussi donc dans ce collectif nommé Golem, que vous pouvez retrouver sur les réseaux sociaux. Et en 2024, tu publieras un livre, un manuel de lutte contre l'antisémitisme aux éditions du commun qu'on aime beaucoup. N'hésitez pas à nous faire part de vos opinions sur l'échange que nous venons de mener. Il y a plein de sujets qu'on aurait aimé évoquer, qu'on a affrontés de manière un peu superficielle. Mais voilà, n'hésitez pas, on a vraiment hâte d'entendre vos remarques. Écrivez-nous sur kiftaraspodcast@gmail.com ou contactez-nous sur les réseaux sociaux X, Facebook, Instagram en suivant nos comptes Kif Taras ou avec le hashtag Kif Taras. Pensez à nous noter 5 étoiles de préférence et à nous laisser des commentaires pour favoriser notre référencement. La prise de son est aujourd'hui assurée par Marc Delay et la réalisation est signée Taïsia Froidure. Et pensez à nous suivre sur ce nouveau film sur vos plateformes habituelles d'écoute de podcast et à en parler à votre entourage. On se retrouve très vite pour une plongée dans les questions raciales. Merci Rokhaya. Merci Grace. Merci Jonas. Merci beaucoup.